Chapitre 1. Un point dans le temps. Le village de Willowbrook, blotti tel un mouchoir brodé à la main au cœur des collines verdoyantes de la campagne anglaise, était le genre d'endroit où il ne se passait jamais rien. Du moins, c'est ce qu'on disait. Les haies étaient soigneusement taillées, des rosiers s'accrochaient à chaque mur des chaumières, et les sermons du pasteur constituaient encore le moment le plus palpitant du dimanche de la plupart des habitants. Mais ce samedi-là, début juin, le calme endormi de Willowbrook se transforma en une douce excitation. C'était le jour de l'exposition annuelle du Cercle de broderie de Willowbrook, un événement prestigieux organisé dans la salle paroissiale, qui se vantait, comme le répétait si souvent la femme du vicaire, d'avoir plus de talent au mètre carré de toile que la Royal Academy. Des dames de tout le village, et même de Marleycombe et Rose Hill, préparaient leurs échantillons, tapisseries et linges décoratifs depuis des mois. L'événement était autant un moment convivial qu'une exposition de travaux d'aiguille, avec des gâteaux éponges, du thé servi dans de la porcelaine de Chine et, bien sûr, des ragots aussi subtils que les fils de soie exposés. Miss Jane Marple, aux cheveux blancs, douce et parfaitement assise dans un coin près de la théière, sirotait tranquillement une gorgée en observant. Ses doigts étaient encore agiles après des décennies de crochet et de frivolité, mais son outil le plus affûté n'avait jamais été son aiguille, c'était son esprit. Et ce jour-là, tandis qu'elle observait la pièce peuplée de visages familiers, voletant sur la broderie flamboyante aux pans de Madame Diana Huntley, admirant la délicate bordure de dentelle de la jeune Ivy Baker, elle sentit quelque chose d'étrange flotter dans l'air. Ce n'était pas seulement la tension entre les dames, même si Miss Marple avait remarqué le regard glacial de Diana Huntley lorsque Miss Martha Linton avait reçu un compliment précoce sur son point de croix. Ce n'était pas non plus la présence de Miss Sybil Carter, une habitante de Rose Hill arrivée seulement 3 mois plus tôt, et qui, par un miracle d'ambition, avait réussi à présider le comité d'organisation de cette année, bien qu'elle ne sache pas vraiment par où commencer. Non, c'était quelque chose de plus subtil, une perturbation dans le cours normal des choses, une fausse note dans un air qui aurait dû lui être familier. La salle était remplie de bavardages polis, d'une légère note de compétition et du tintement des petites cuillères sur la porcelaine. Le jugement aurait lieu à 16 heures, présidé par le révérend Clemens, même s'il savait à peine coudre un bouton, de son propre aveu. Pour l'instant, les gens se mêlaient, les dames arrangeaient leurs nappes avec soin, et les maris rôdaient, mal à l'aise, près de la sortie où allaient chercher consciencieusement du thé. À Mademoiselle Marple, essayez le filet de citron. Ivy l'a fait elle-même, dit Madame Maud Petrie en s'approchant avec une assiette. « Oh, merci, Maud, » dit Miss Marple en acceptant la part avec grâce. « Elle a un talent si délicat, aussi bien pour la pâtisserie que pour la dentelle au fuseau. »« Tu as toujours eu le sens du talent, » dit Maud avec tendresse, puis elle se pencha. « Mais dis-moi, crois-tu que ce que j'ai entendu est vrai, à propos du mari de Madame Huntley et de la jeune veuve de Marleycombe ?» Miss Marple esquissa un petit sourire évasif. « Je trouve très difficile de démêler les rumeurs une fois que le fil commence à s'effilocher. » Maud rit. « Tu le dis toujours avec tant d'élégance. » L'horloge murale sonna 3 heures. La foule commença à se diriger vers les expositions à mesure que l'heure du jugement approchait. Miss Marple se leva lentement, les articulations un peu crispées, et se rapprocha de la section des tapisseries. C'était là que la véritable compétition se déroulait toujours. Et de fait, on pouvait déjà y déceler des signes de positionnement stratégique et de nervosité. Mademoiselle Martha Linton, dont la vue commençait à baisser, essayait de réépingler un coin de son dessin lorsque Mademoiselle Sybil Carter est intervenue. « Oh, Martha, j'espère que les juges seront indulgents. Des nuances si ambitieuses, quoiqu'un peu inégales, non ?» Miss Marple vit les joues de Martha s'empourprer. « C'est censé être impressionniste, » dit Martha à voix basse. Sybil émit un rire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oh, ma chérie, bien sûr que si. » Elle s'éloigna en flottant, son foulard en soie flottant derrière elle comme une bannière de guerre. À 4 heures précises, le révérend s'éclaircit la gorge et s'approcha du fond de la salle avec le porte-bloc du jury. La tension monta dans l'air.
Miss Marple, s'étant rassise, pencha la tête. Elle remarqua que Sybil Carter n'était plus par terre. Étrange, on ne voyait jamais Sybil sans l'entendre. Mais à cet instant, son attention fut distraite par un cri soudain provenant de l'arrière-boutique. C'était Ivy Baker. « À l'aide! Quelqu'un, s'il vous plaît, elle ne respire plus !» Les gens se précipitèrent, alarmés, les voix s'élevant, certains appelant le médecin. Miss Marple ne suivit pas la foule. Au lieu de cela, elle se leva et marcha, d'un pas posé et calme, vers le débarras, l'atteignant juste au moment où la foule s'écartait suffisamment pour qu'elle puisse la voir. Là, sur le parquet, à côté d'une tasse de thé cassée et de fils à broder éparpillés, gisait Miss Sybil Carter. Ses yeux étaient là grands ouverts. Son corps était immobile, et même depuis la porte, Miss Marple pouvait voir la tache rouge foncée indubitable s'étendre sous son épaule. Quelqu'un avait assassiné Sybil Carter. L'infuseur à thé continuait de siffler doucement. Une tapisserie flottait, tandis que la porte du hall restait entr'ouverte. Et même si personne ne le disait à voix haute, chaque habitant de Willowbrook savait, au plus profond de lui-même, que plus rien ne serait comme avant dans son paisible village. Les yeux de Miss Marple n'étaient pas fixés sur le corps, mais sur l'écheveau de fil vert vif emmêlé près de la porte, trop loin du corps pour être tombé naturellement. Elle se pencha et le ramassa délicatement. « Intéressant, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Le fil, semblait-il, avait déjà commencé à se défaire. Chapitre 2. La couleur de l'envie. La mort de Miss Sybil Carter a jeté une ombre inquiétante sur le pittoresque village de Willowbrook. La nouvelle n'avait pas seulement circulé, elle avait traversé les chaumières, franchi les murs des jardins et s'était immiscée dans toutes les conversations de cuisine, avant même le coucher du soleil ce soir-là. Qu'une telle chose, meurtre, rien de moins, aurait pu se produire à l'exposition du cercle de broderie, de tous les lieux, était impensable. Pourtant, l'impensable s'était produit. À la tombée de la nuit, le village avait déjà formulé une douzaine de récits. Certains disaient qu'elle s'était évanouie et s'était cogné la tête. D'autres affirmaient avoir vu une aiguille percer son épaule, comme dans un conte macabre. Mais ce fut le mot prononcé à voix basse par le docteur Hale. Blessure par arme blanche, juste en dessous de la clavicule, qui régla la question. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait tué Sybil Carter. L'inspecteur Llewellyn de Marleycombe arriva le soir même. Homme trapu, moustache cirée et loucheur lasse, il avait l'air plus habitué à régler des disputes d'ivrogne au pub du coin qu'à démêler des meurtres parmi des serviettes en dentelle et des gâteaux de Madère. Pourtant, il prit les choses en main avec un professionnalisme déterminé, bloquant la salle et demandant les dépositions de tous ceux qui étaient au présent. Miss Marple, toujours discrète, fit son récit avec sa discrétion habituelle. Elle était restée près de la théière, dit-elle, sirotant une infusion citronnée. Elle n'avait pas vu Sybil Carter entrer dans la réserve, mais elle avait remarqué la tension entre plusieurs femmes, comme c'était souvent le cas lors de tout événement villageois, lié ou non à la broderie. « J'ose dire, » avait ajouté Miss Marple, « que la broderie n'était pas la seule chose jugée aujourd'hui. » L'inspecteur Llewellyn, qui griffonnait avec son stylo plume, marqua une pause. « Ce qui veut dire ? Tout simplement, l'instinct de compétition peut conduire à des paroles plutôt acerbes, et parfois à des actes encore plus acerbes. » L'inspecteur lui adressa un demi-sourire presque condescendant. « Merci, Miss Marple. Laissons les professionnels s'en occuper. » Miss Marple lui sourit simplement en retour. Le lendemain, matin, une bruine grise et une vague d'excitation envahirent la rue principale. Bien que les boutiques fussent ouvertes comme d'habitude, la boucherie Parker avec son auvent rayé et le bureau de poste avec ses géraniums penchés sur les rebords des fenêtres, on ne parlait que de meurtre. Certains villageois en profitèrent pour embellir leur récit des événements de la journée. On entendit Madame Martha Linton dire qu'elle avait senti. Quelque chose de terrible allait se produire dès l'arrivée de Sybil, coiffée de son ridicule chapeau bleu pan.
et M. Gilby, le pharmacien du coin, confia à plusieurs clients que Sibyl avait récemment commandé une quantité curieuse de sels odorants. « Pour les nerfs », disait-elle, mais cela me laissait perplexe. Au cœur de tout cela, Miss Marple sirotait tranquillement son thé matinal dans son salon, entourée de fauteuils en chintz et du tic-tac régulier de son horloge de parquet. Un fil conducteur commençait à traverser son esprit, aussi fin et délicat que la dentelle d'Ivy Baker. Elle prit son carnet, un petit registre marron dans lequel elle notait parfois des incidents particulièrement curieux, et nota 2 choses. Le fil vert, loin du corps. L'ascension singulière de Sybil Carter vers la célébrité. Elle tapota doucement le crayon. Que savait-elle vraiment de Sybil Carter ? Sybil avait emménagé à Rose Hill 3 mois seulement. Veuve, prétendait-elle, sans enfant. Elle vivait dans une modeste maison de briques rouges héritée d'une tante éloignée. Franche, élégante, avec une touche théâtrale, elle s'était rapidement intégrée à la vie du village. C'était le genre de femme qui aimait être admirée et obéie, un peu comme certaines des dames audacieuses que Miss Marple avait connues dans sa jeunesse, lors de sa brève visite dans un pensionnat de Florence. Mais qu'est-ce qui avait été derrière le charme ? Et qui avait des raisons de lui vouloir du mal ? Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se promena dans le village, son parapluie flottant légèrement sous la légère bruine. Elle n'était pas du genre à poser des questions directes. Non, elle croyait que la plupart des vérités se découvrent mieux par une observation discrète et une remarque opportune. Les gens ont une façon de se révéler, surtout lorsqu'ils croient ne faire que bavarder. Elle s'arrêta d'abord au cottage d'Ivy Baker. Ivy était jeune, peut-être 22 ans, et plutôt timide, du genre à rougir lorsqu'on lui parlait trop directement. Ses broderies, en revanche, étaient exquises, et Miss Marple se faisait un devoir de les louer chaque année. « Oh, Miss Marple !» dit nerveusement Ivy en ouvrant la porte. « Ont-ils déjà trouvé le coupable ?»« Pas encore, ma chère, » dit doucement Miss Marple, « mais je suis sûre qu'ils le feront, avec le temps. Je voulais juste voir comment tu allais. Ça a dû être terriblement bouleversant. » Et Ivy hocha vivement la tête. Ses doigts tordirent le bord de son tablier. « C'était affreux. J'étais dans la réserve il y a 10 minutes. Je suis allé chercher le produit à polir l'argenterie pour Madame Petrie, celui avec le motif faisan sur son plateau. »« Et avez-vous vu Miss Carter alors ?»« Non, » dit Ivy. « Elle a dû rentrer juste après. Je n'ai rien entendu d'anormal non plus, juste le sifflement de la bouilloire sur le feu arrière. » Miss Marple pencha la tête. « Et dites-moi, ma chère, Miss Carter s'entendait-elle avec tout le monde ?» Ivy hésita. Elle était peut-être un peu brusque. Elle n'aimait pas le travail de Martha. Elle l'a même qualifié de maladroit une fois. Et je crois que Diana Huntley ne l'aimait pas beaucoup. Elles se sont disputées au sujet du jury. « Ah oui, » dit doucement Miss Marple, « le jugement. » Elle quitta Ivy avec une petite tape réconfortante sur la main et continua son chemin, tournant ses pensées comme des feuilles au vent. Sybil Carter avait des ennemis, c'était clair, mais l'aversion et le meurtre étaient 2 choses bien distinctes. Au presbytère, Miss Marple trouva le révérend Clemens dans un état de léger embarras. « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est arrivé, mademoiselle Marple, » dit-il en regardant par-dessus ses lunettes. « Dire que c'était sous notre toit, lors d'une réunion communautaire. Ma femme est hors d'elle. Elle dit que ce serait la ruine de la communauté des femmes. »« Et le fil vert ?» demanda Miss Marple. « Avez-vous vu des broderies réalisées avec ?» Il pensa. « Vert ? Oui, l'œuvre de Martha Linton était très verte. Celle d'Ivy aussi, mais plus pastel. »« Pourquoi ?»« Oh, aucune raison, » dit-elle d'un ton léger. Mais c'était une raison. Elle commençait à soupçonner que le fil n'était pas tombé par hasard. Quelqu'un avait marché dessus, ou peut-être s'était-il détaché de son propre travail. Dans les 2 cas, cela témoignait d'une proximité, et s'il ne provenait pas de l'exposition de Sibyl, alors il appartenait à quelqu'un d'autre. Ce soir-là, Miss Marple s'assit de nouveau près de son feu. Un orage grondait faiblement au loin, grondant comme de vieux ragots.
Elle se servit un petit verre de xérès et ouvrit la carte du village qu'elle avait autrefois utilisée pour répertorier les bordures herbacées locales et qu'elle trouvait désormais plus utile pour suivre les déplacements. Sibyl était entrée dans le débarras après Ivy. Elle était seule. Personne n'avait entendu de cris. Pas de lutte, ce qui signifiait qu'elle était probablement Savesson meurtrier, ou du moins, il ne le craignait pas. Cela a affiné les choses. Rares sont ceux qui peuvent sourire à leur meurtrier sans lui faire confiance. Elle referma la carte. Une autre question venait de surgir. Qui avait le plus à perdre ou à gagner de la mort soudaine de Sibyl Carter? Miss Marple ferma les yeux, laissant la question planer. Parfois, l'esprit répond mieux lorsqu'il est laissé à lui-même, comme un sachet de thé infusant lentement en silence. Dehors, la pluie a commencé à tomber, et quelque part dans les fils emmêlés de la jalousie, de la rivalité et des secrets, la vérité attendait d'être démêlée. Chapitre 3. La veuve, la rivale et le prix. Le lendemain du meurtre, les nuages étaient là-bas au-dessus de Willowbrook, tels de lourds rideaux trop serrés. Les cloches de Saint-Cuthbert sonnaient faiblement sur les toits humides, et le village, bien qu'éveillé, était plongé dans un étrange silence. Les gens ralentissaient, parlaient à voix basse et se fixaient un peu trop longtemps, comme s'ils s'attendaient à déceler une pointe de culpabilité dans l'expression d'un voisin. Miss Marple, cependant, traversait le village avec son calme habituel. D'une main, elle tenait un petit panier tressé, censé contenir des scones de la boulangerie de Madame Talbot. Mais en réalité, elle le portait surtout pour l'image qu'il renvoyait, celle d'une vieille femme ramassant ses bricoles, préoccupée par rien de plus criminel que des crompets assis. À Willowbrook, les apparences étaient primordiales, et Miss Marple savait mieux que quiconque que derrière les apparences les plus bénignes se cachaient souvent les vérités les plus sombres. Elle s'arrêta devant la boulangerie et pencha la tête vers le panneau d'affichage extérieur. Parmi les inscriptions manuscrites, des cours de piano, un chat écaille de tortue perdu et une demande d'aide pour le jardinage, une nouvelle était apparue, imprimée et épinglée à la hâte. Avis. En raison des événements tragiques survenus à l'exposition, toutes les activités du Willowbrook Embroidery Circle sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Secrétaire du comité. Le regard de Miss Marple s'attarda sur les mots « secrétaire du comité ». C'était le titre de Sibyl Carter, mais l'écriture, bien que soignée, portait l'inclination et la boucle si caractéristiques de Diana Huntley. Elle n'avait pas perdu de temps, semblait-il. « 2 scones aujourd'hui, Miss Marple ?» La voix enjouée de Madame Talbot interrompit ses pensées. « Juste une, je crois, ma belle. Attention à la ligne, » répondit-elle avec un sourire agréable. « Mais je dois dire que cette bruine appelle à quelque chose de sucré, non ?»« Bruine, meurtre et scandale, » murmura Madame Talbot d'un ton conspirateur en emballant le scone. « Tout le monde en parle, vous savez. On dit qu'elle a été poignardée avec ses propres ciseaux à broder. Vous imaginez ? Les gens aiment bien rendre les choses poétiques, » dit Miss Marple d'un ton doux, même si la poésie correspond rarement à la réalité médico-légale. « Oh, mais vous devez avoir vos propres théories, Miss Marple. Vous en avez toujours. Vous avez remarqué cette histoire avec le fils de Madame Bennett et la machine à écrire du pasteur l'année dernière, n'est-ce pas? C'était plus une question de bon sens que de théorie. Les jeunes aiment tellement laisser des indices, généralement involontairement. » Madame Talbot se pencha par-dessus le comptoir. « Qui a fait ça, à votre avis ?» On murmure à propos de Diana Huntley. Elle détestait Sibyl, tout le monde le savait. Miss Marple eut un petit rire. Tout le monde le savait peut-être, ou le croyait, mais la haine seule ne mène pas toujours à la violence. Je trouve que c'est plus souvent l'orgueil ou le désespoir qui fait pencher la balance. Elle prit son scone, laissa ses pièces sur le comptoir et ressortit dans le brouillard. Plus tard dans la journée, Miss Marple accepta une invitation à prendre le thé chez Madame Martha Linton. Bien que moins ouverte que Diana ou Sibyl, Martha faisait partie du cercle de broderie depuis des années et avait discrètement conservé une certaine influence, moins par son assurance que par sa loyauté et sa persévérance.
Martha vivait seule dans une modeste chaumière un peu défraîchie, à l'orée d'un jardin. Son salon sentait vaguement la cire à la lavande et la laine bouillie. Une tapisserie inachevée représentant une scène de jardin reposait dans un cerceau près de la fenêtre. « Je suppose que c'est tout ce dont tout le monde parle, » dit-elle après avoir servi le thé. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vous savez, je la vois sans cesse, allongée sur le sol de la réserve, les yeux grands ouverts, comme si elle était surprise, ou pire, suffisante. » Miss Marple prit une gorgée. Et pourquoi serait-elle si satisfaite? Martha remuait trop fort son thé. Oh, Sybil Carter avait toujours un nouveau plan. Elle aimait déjouer les plans des autres. Elle était fière de la rapidité avec laquelle elle avait pris le contrôle du cercle. Elle laissait toujours entendre des allusions à une nouvelle direction et à une modernisation de notre image, comme si nos échantillons n'étaient plus assez bons. Tu ne l'aimais pas. Martha parut gênée. Je n'ai pas détesté elle. Je ne déteste personne. Mais elle était difficile. Elle est arrivée à charmer la femme du vicaire et la fille du maire, et soudain nous étions tous sur la défensive. Elle n'était même pas une bonne brodeuse. Pas vraiment. La plupart de ses œuvres étaient tape à l'œil, tout en couleur, sans discipline. Miss Marple hocha la tête, pensive. Et pourtant, elle allait être nommée designer principal du stand de la foire d'été de Willowbrook cette année. J'imagine que ça n'a pas plu à certains. « Elle me l'a dit elle-même, » murmura Martha, « la veille de l'exposition. Elle l'a lancé dans la conversation comme si de rien n'était. Je préparais ce rôle depuis des années. Il était censé être le mien. » Pendant un instant, le silence persista entre eux comme un souffle retenu. « Et où ? Étais-tu quand Sybil a été tuée, Martha ?» La question était douce, presque une réflexion après coup. Martha cligna des yeux. « J'étais au fond du couloir. Je suis allé chercher un torchon pour Madame Gilby qui avait renversé de la confiture. Je n'ai été absente qu'1 minute. »« Quelqu'un t'a vu ? » ?»« Non. Je ne pense pas. Mais je ne l'ai certainement pas tuée. » Miss Marple hocha légèrement la tête, puis se leva. « Bien sûr, ma chère. Merci pour le thé. » Alors qu'elle remontait le chemin de gravier menant au portail du jardin de Martha, Miss Marple aperçut une grande silhouette pâle s'approcher de l'allée de l'église. Diana Huntley, un parapluie dans une main, des papiers dans l'autre. Son col montant et son manteau bordé de fourrure lui donnaient l'air d'une femme se rendant à une audience au tribunal. « Mademoiselle Marple, » dit Diana d'une voix glaciale, « j'ai entendu dire que vous faisiez votre tournée. »« Je ne fais que rendre visite à de vieux amis, » dit Miss Marple avec un sourire aimable. « Même si je dois admettre que je suis surprise de vous voir si active si tôt. On aurait pu croire que la mort de Sybil vous aurait laissé plus calme. » Diana eut un rire amer. Sybil aurait adoré ça. Elle adorait le spectacle. Même morte, elle a réussi à devenir la star du spectacle. « Vous étiez rivaux. »« Rivaux ?» Diana haussa un sourcil. « Mademoiselle Marple, je suis une artisane. Elle était une charlatane. Nous ne parlions même pas la même langue. Et pourtant vous désiriez tous deux le même prix. Le contrôle du cercle, le stand de la foire d'été, l'influence. » Le regard de Diana s'aiguisa. « Si tu insinues quelque chose, dis-le. »« Je ne fais qu'observer, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Et ce que je constate, c'est que le pouvoir, même dans les plus petites sphères, crée une pression. La pression mène à des fractures. Et dans un endroit comme Willowbrook, où chaque femme connaît le prix de la dignité et de la fierté, ces fractures peuvent être dangereuses. » Diana la fixa du regard, puis dit « Pour info, j'étais sur scène quand Sybil était morte, et je présentais le révérend Clemens au jury. La moitié du village m'a vu. » Miss Marple inclina la tête. « C'est en effet un alibi des plus publics. » Diana plissa les yeux, ce qui semble presque te décevoir. Mais Miss Marple se contenta de sourire, de faire un adieu poli et de s'éloigner. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Willowbrook, Miss Marple était assise à son bureau. Elle étala ses notes, un enchevêtrement de faits, de chronologie et de motivation. Elle regarda 3 noms. Sybil Carter, récemment arrivée, a rapidement gravi l'échelle sociale, s'est fait des ennemis parmi les membres plus âgés. Martha Linton,
négligé, plein de ressentiment, sans alibi solide, Diana Huntley, fière, ignorée, mais publiquement alibiée. Et elle ajouta un autre nom, Alice Renfrath, la logeuse de Sibyl. Elle l'entoura d'une main soignée. Personne n'avait encore parlé d'elle, mais Miss Marple se souvenait de l'avoir vue assise tranquillement au dernier rang pendant l'exposition. Une veuve aux manières réservées. Parfois, Miss Marple le savait. La personne qui dit le moins peut détenir le plus de secrets. Elle alluma sa lampe et consulta son calendrier. Demain, elle rendrait visite à la veuve Renfrew. Il était temps, pensa-t-elle, de commencer à suivre les fils que personne d'autre ne pouvait voir. Chapitre 4. La maison de Lavender Lane. Lavender Lane était une de ces rues qui semblaient à l'abri du chaos du monde extérieur. Nichée juste derrière la place du village, elle se composait de 6 maisons couvertes de lierre, chacune dotée de murets de pierre, de jardins soigneusement entretenus et de rangées soignées de lavandes bordant les allées. L'air y sentait toujours l'herbe écrasée et la pierre humide. Les enfants ne jouaient pas dans Lavender Lane, et les ragots n'y circulaient pas avec la même ferveur que dans Willowbrook High Street. C'était une rue réservée au silence, et le silence, Miss Marple l'avait toujours cru, n'était pas l'absence de bruit, mais la présence de secrets. Le 3, Lavender Lane, était une modeste maisonnette aux volets bleus, au portail en fer forgé, et à la haie taillée dans la vague silhouette d'un chat. Elle appartenait à Madame Alice Renfrew, veuve d'un horloger, à la voix douce, au teint pâle, que l'on voyait généralement dans son jardin avec une paire de ciseaux ou rapportant de petits colis de la poste. C'était le genre de femme qui n'invitait jamais aux questions et qui, par conséquent, en recevait rarement. Miss Marple l'avait déjà rencontrée à 2 reprises, chaque fois à l'église, et se souvenait d'elle comme d'une femme polie, douce et plutôt nerveuse. Mais ce qui comptait le plus maintenant, c'était que Sibyl Carter avait emménagé chez elle 3 mois seulement auparavant, et que dans toutes les conversations qui avaient suivi le meurtre, personne n'avait mentionné Alice. Dans l'esprit de Miss Marple, cela rendait Alice Renfrew soudainement très intéressante. Elle arriva au numéro 3 avec une petite boîte de sablé au citron, fait maison, ce qui n'était pas tout à fait vrai, et sonna une fois, puis 2 fois, avec la patience de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se précipiter. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant. « Mademoiselle Marple », dit Madame Renfrew en clignant des yeux de surprise, les mains crispées sur le devant de son cardigan. « Oh là là, entrez s'il vous plaît. » L'intérieur du cottage était exactement comme Miss Marple l'avait imaginé, ordonné, un peu froid et très calme. Des napperons en dentelle ornaient chaque surface. Un couloir étroit menait à un salon avec une baie vitrée, et là, à sa gauche, Miss Marple aperçut un bureau, propre, mais avec un tiroir légèrement ouvert. Intéressant. « Je suis vraiment désolée de vous déranger, » dit gentiment Miss Marple, « mais j'ai pensé que vous apprécieriez un peu de compagnie. J'imagine que ce doit être une période terrible, avec le décès inattendu de Miss Carter. » Alice hocha lentement la tête et fit signe à son invité de s'asseoir. « Merci. Ça a été difficile. Quel choc, vraiment. Elle vivait avec toi, n'est-ce pas? » « Pendant un peu plus de 3 mois, oui. Elle a répondu à une annonce que j'avais placée dans le Marleycombe. Gazetelle disait qu'elle était calme, autonome, et qu'elle appréciait son intimité. Et comme elle payait à temps, je n'y ai plus prêté attention. » Miss Marple sirota le thé qu'Alice lui offrait. « Vous vous entendiez bien ?» Alice hésita. Elle était théâtrale. Plutôt différente de moi, je suppose. Elle semblait toujours s'habiller pour un public, même quand il n'y en avait pas. Mais elle était assez polie. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle restait discrète. Est-ce qu'elle a eu des visiteurs? Une lueur passa sur le visage d'Alice. 1 ou 2 fois. Un monsieur est venu un soir, mais je n'ai pas retenu son nom. Elle était très secrète à son sujet. J'ai supposé... Eh bien... Sa voix s'éteignit, rougissante. « Je vois, » dit Miss Marple. « Est-il jamais revenu? » « Je ne crois pas. Je ne l'ai jamais revu.
Miss Marple prit une autre gorgée de thé, laissant le silence s'installer entre elles. Le tic-tac d'une horloge sur la cheminée résonnait faiblement dans la pièce. Quelque part dans le jardin, un moineau passa devant la fenêtre. « Pardonnez-moi, ma chère, » dit doucement Miss Marple, « mais il y a une chose que je dois vous demander, et je ne la demande pas en tant que fouineuse, mais en tant que personne qui a trop vu la nature humaine pour ignorer l'évidence. » Alice la regarda avec méfiance. Oui, la mort de Sybil Carter n'était pas seulement violente, elle était précise. Un seul coup de couteau. Le genre de chose faite rapidement, peut-être sans résistance. Cela suggère que le tueur a eu beaucoup de chance ou qu'il savait exactement où frapper. La tasse d'Alice vibra légèrement lorsqu'elle la posa. Je n'en sais rien. Non, j'imagine que non, dit gentiment Miss Marple. Mais vous faire. Je savais comment Sybil était en privé. Avait-elle des ennemis? Craignait-elle quelqu'un? Alice baissa les yeux sur ses genoux. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était un murmure. Elle n'avait peur de personne. C'était là le problème. Elle pensait pouvoir tout dire, à n'importe qui, sans aucune conséquence. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Alice ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, se dirigea vers la cheminée et tourna le dos à Miss Marple. Lorsqu'elle reprit la parole, ce fut avec effort. Elle m'a dit, 2 nuits avant l'exposition, que je devais quitter le cottage, qu'elle avait trouvé quelqu'un pour l'acheter, un promoteur de Marleycombe. Elle m'a dit que j'obtiendrais un prix équitable et qu'il était temps que je me débarrasse de mes soucis de veuve. Ce sont ses mots, pas les miens. Elle a souri en disant cela. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit. Elle a dit qu'elle fait la droite. Et elle l'a fait? Demanda Miss Marple. Je ne sais pas, mais je la croyais. C'était le genre de femme qu'elle était. Elle pouvait vous convaincre que le ciel était rouge si elle le voulait. Miss Marple resta assise, immobile, ses pensées s'agitant rapidement sous son expression impassible. Ses motivations s'approfondissaient, pas seulement des rivalités de broderie ou la fierté du village, mais quelque chose de plus fondamental, le foyer, la sécurité, la survie. Elle se leva et posa doucement une main sur l'épaule d'Alice. « Merci pour le thé, et pour votre honnêteté. Une dernière chose. Ce visiteur était-il grand, large d'épaules et avait-il une voix grave? » Alice se retourna. « Oui. Comment as-tu? » « Juste une impression, » dit Miss Marple à voix basse. « Je crois l'avoir déjà rencontré. Il est peut-être temps que je le revoie. » Lorsque Miss Marple retourna à son cottage, la pluie s'était arrêtée. Le soleil était revenu timidement, se déversant sur les pavés et réchauffant les vitres. Elle s'assit à son bureau et ajouta un autre nom à sa liste. Monsieur inconnu qui appelle. Motif inconnu. Relation personnelle, vue pour la dernière fois peu avant le décès. Et en dessous, elle a écrit « Alice Renfrew. Motivation financière, pression émotionnelle, opportunité. » Mais elle a souligné le nom d'Alice une fois, puis l'a légèrement entouré. Pas le genre, pensa-t-elle, pas à moins d'y être poussée. On frappa à sa porte juste au moment où elle posait son crayon. C'était inattendu, ferme, assuré. Elle l'ouvrit et trouva l'inspecteur Llewellyn tenant un dossier et l'air légèrement ébouriffé. « Mademoiselle Marple, dit-il, je crois qu'il y a eu un incident. Puis-je entrer ? » « Bien sûr, inspecteur, » dit-elle aimablement. « Et puis-je supposer que cette découverte est liée à quelque chose trouvé sur le corps ?» Il cligna des yeux. « Oui, en fait. Comment le savais-tu ? » « Parce que, » dit-elle en le faisant entrer, « il est temps que quelqu'un d'autre remarque le fil. » Chapitre 5. Feuille de thé et vérité. L'inspecteur Llewellyn n'avait jamais beaucoup apprécié rendre visite à Miss Marple. Ce n'était pas qu'il détestait la vieille dame, loin de là. Elle était toujours aimable, offrait toujours du thé, et écoutait toujours avec cette attention aux yeux écarquillés qui donnait à un homme l'impression, un instant, d'être un philosophe plutôt qu'un policier provincial harcelé. Non, ce qui le troublait, c'était la vague sensation d'être inspecté bien plus minutieusement qu'il n'inspectait.
Miss Marple ne remettait jamais en question l'autorité d'emblée. Elle se contentait de l'observer et de la démanteler silencieusement dans son esprit. Aujourd'hui, cependant, il n'était pas venu pour discuter, mais pour consulter, même à contre-cœur. Il était maintenant assis dans son salon, un plateau bien rangé entre eux portant un pot de Darjeeling, une assiette de biscuits digestifs et un petit bol de gingembre confit. Le tic-tac de la pendule fut le seul bruit pendant quelques secondes, tandis que Miss Marple lui versait son thé d'une main experte. « Il y a quelque chose que vous devriez voir », dit Llewellyn en ouvrant la chemise en cuir qu'il avait apportée. « Le rapport médico-légal est arrivé tard hier soir. Je ne sais pas trop quoi en penser. » Miss Marple se pencha en avant, ses lunettes délicatement posées sur son nez. « La blessure était propre », a déclaré l'inspecteur. « Elle a pénétré entre la clavicule et la première côte. La mort a probablement été instantanée. Aucun signe de lutte. Aucune blessure défensive. »« Très bien, » murmura Miss Marple. « Cela suggère que la victime n'était pas au courant, ou qu'elle n'avait pas peur. » Llewellyn hocha la tête. « C'est bien ce que je pensais. Mais c'est ce qu'on a trouvé sous les ongles qui est curieux. » Il tapota le rapport. Un seul fil, vert émeraude éclatant, soie, très fine, pas de sa propre broderie. Nous avons vérifié tous les morceaux que Sibyl nous a envoyés. Aucun ne correspond à la fibre. Miss Marple resta silencieuse un instant. Elle but une gorgée de thé avec précaution. Un fil, c'est si peu de choses, n'est-ce pas? On peut si facilement l'ignorer. Mais parfois, inspecteur, c'est un fil qui défait tout le vêtement. Il haussa un sourcil. « Tu penses que c'est important ?»« Oh oui, » dit-elle doucement. « Tu vois, il n'appartenait pas à Sibyl, ce qui veut dire qu'il appartenait à quelqu'un qui s'est approché, assez près pour la toucher, assez près pour la tuer. » Llewellyn se rassit. « Nous avons reçu les témoignages de toutes les personnes présentes à l'exposition. La plupart n'étaient pas près de la réserve, mais quelques-unes, Ivy Baker, Martha Linton, Diana Huntley, sont entrées et sorties dans l'après-midi. Et puis il y a le vicaire, bien sûr, et le jeune Martin Greaves. Il aidait à servir les rafraîchissements. » Miss Marple tapota légèrement sa tasse de thé avec sa cuillère. « Et le logement de Sibyl, on y a trouvé quelque chose ?» Llewellyn soupira. « Rien de concluant. Des vêtements, des nécessaires à broder, quelques lettres, la plupart d'une certaine R. Pas de prénom. Elle les gardait cachés dans une boîte à couture sous une fausse doublure. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent légèrement. « Puis-je les voir ?» Il ouvrit à nouveau le dossier et lui passa quelques photographies, des gros plans de lettres manuscrites sur du papier crème. « Mon cher S, j'espère que vous avez bien reçu le colis. Le paiement devrait couvrir le solde. Plus de demandes, je vous en prie. Nous avions convenu que ce serait la dernière. Si vous persistez, eh bien je n'aurai d'autre choix que de prendre mes distances. R. » Il y avait 3 notes de ce type, toutes non signées, à l'exception d'une seule lettre. « Du chantage, » dit doucement Miss Marple. « On dirait bien, » murmura Llewellyn. Elle pressait quelqu'un, et ils en avaient assez. Miss Marple leva les yeux. « Mais vous ne savez pas qui est R. »« Non, pas de nom, pas d'adresse de retour. Le papier de l'enveloppe est cher. On pense que c'est un homme, vu le ton. » Elle retourna la photo dans ses mains. « Tu découvriras peut-être que le fil et la lettre appartiennent à la même personne. » Llewellyn fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, » dit Miss Marple, « que celui qui a tué Sibyl l'a fait non seulement pour la faire taire, mais peut-être aussi parce que le fil de soie les reliait, et il ne pouvait plus se permettre de se laisser prendre dans sa toile. » Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple fit une courte promenade jusqu'à la lisière de Willowbrook, où les champs cédaient la place à des bois clairsemés et où les maisons s'élevaient, plus en retrait de la route. C'est là que se dressait Greaves Hall, pas tout à fait un manoir, mais plutôt majestueux, à sa manière paisible. La famille Greaves y vivait depuis des générations, et même si elle ne possédait plus ni titre ni fortune, son nom avait encore un certain poids. Martin Greaves, l'héritier actuel, avait la vingtaine, agréable, réservé, poli au point d'être invisible.
Il se portait volontaire pour les événements paroissiaux, s'occupait du jardin de sa mère et ne parlait que quelques mots à la fois. La plupart des gens le croyaient inoffensif. Miss Marple, en revanche, le trouvait curieux. Elle frappa à la porte et, au bout d'un moment, ce fut Martin lui-même qui ouvrit. Il cligna des yeux, légèrement surpris. « Mademoiselle Marple ? » « Pardonnez-moi de vous déranger, mon cher, » dit-elle. « Je passais par là et je voulais vous dire bonjour. Vous avez été debout toute la semaine avec les préparatifs de l'exposition. » Il sourit faiblement et s'écarta. « Bien sûr. Tu veux bien entrer ?» Le salon était simple mais bien entretenu. De vieilles peintures à l'huile étaient accrochées au mur et un échiquier était posé sur la table, entre deux fauteuils. Martin lui fit signe de s'asseoir. « J'espère que cela ne vous dérange pas si je vous demande quelque chose d'assez direct, » dit-elle après une ou deux brèves plaisanteries. Il cligna des yeux. « D'accord. Connaissiez-vous bien mademoiselle Carter ?» Martin s'agita sur son siège. « Pas spécialement. Elle était toujours autoritaire, difficile à ignorer, assurément. Mais tu lui as parlé. Elle te faisait suffisamment confiance pour te demander de l'aider à préparer les rafraîchissements. » Il détourna le regard. « Je suppose. Elle a dit que j'étais efficace. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Et t'a-t-elle déjà demandé des faveurs ?» Les épaules de Martin se crispèrent. « Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. »« Je pense que oui, » dit doucement Miss Marple. « Voyez-vous, quelqu'un la payait. Quelqu'un sur qui elle avait des vues. Et d'après ce que j'ai entendu, votre patrimoine familial n'est plus aussi sûr qu'avant. » Il la regarda surpris. Elle savait peut-être quelque chose. Ou l'a prétendu. Une indiscrétion. Une lettre. Un moment d'inconscience à Marlécombe. Peut-être. Vous ne seriez pas le premier jeune homme à croire au charme d'une femme avant d'en avoir payé le prix. Martin se leva. « Miss Marple, je crois. » Elle gardait des lettres de quelqu'un signé R. « Ton deuxième prénom est Rupert, n'est-ce pas ?» Il s'est figé. « Elle aurait pu ruiner ta réputation. Peut-être ton héritage. Ta mère aurait été dévastée. » Sa mâchoire se serra. « Je ne l'ai pas tuée. Je n'ai jamais dit que vous l'aviez fait, » dit doucement Miss Marple en se levant à son tour. « Mais je pense que vous savez qui aurait pu le faire, ou du moins pourquoi c'est arrivé. » Il baissa les yeux, respirant difficilement. Elle avait quelque chose sur plus d'une personne, Miss Marple. Elle savait des choses. Elle écoutait, elle a dit qu'elle lançait un nouveau projet. Écrire un livre, prétendait-elle, sur la vie du village. Mais ce n'est pas des histoires qu'elle collectait. C'étaient des munitions. La voix de Miss Marple était douce. « Merci, Martin. C'est très utile. » Ce soir-là, elle s'assit à nouveau à son bureau, son carnet ouvert à une nouvelle page. Elle traça 3 lignes reliant des noms. Sybil Carter, Martin Greaves R. Et puis elle a dessiné une 4e branche. Diana Huntley, fil de soie vert. Il était temps de se pencher à nouveau sur la broderie elle-même. Pas de jugement, pas de ragot, mais travaille les fils se laisse des traces. Les aiguilles laissent des marques. Et l'orgueil de quelqu'un avait laissé plus d'une empreinte digitale. Elle se leva, enroula son châle sur ses épaules et se dirigea vers le meuble d'angle où elle gardait sa loupe. Demain, elle demanderait à revoir les pièces, parce que quelque part, au milieu des ponts, des faisans et des scènes pastorales, il y avait un indice cousu à la vue de tous, et Miss Marple avait l'intention de le défaire. Chapitre 6. Le point qui ne devrait pas être là. Le lendemain matin, la salle paroissiale avait retrouvé son calme habituel. Les taches de sang avaient été nettoyées, le sol récuré si minutieusement qu'il brillait par endroits, et les broderies exposées étaient restées enfermées derrière un cordon de fortune, intact depuis le jour fatal. Seul un agent de police était posté près de la porte, un jeune homme qui semblait plus apte à diriger la circulation qu'à garder des preuves. Miss Marple arriva à 10 heures précises, escortée par l'inspecteur Llewellyn, qui avait, avec une certaine réticence,
accepté sa demande de réexaminer les pièces de broderie. « Je vous accorde une demi-heure, dit-il d'un ton bourru. Mais, s'il vous plaît, Miss Marple, n'élaborez pas de théories farfelues basées sur la couture. Je n'en rêverais même pas, répondit-elle doucement en sortant sa loupe à monture argentée de son sac à main. L'agent de police ouvrit le cordon et s'écarta, permettant à Miss Marple de marcher lentement entre les vitrines, les mains jointes, le regard perçant. La salle était étrangement silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale et des craquements occasionnels du parquet sous ses pieds. 15 œuvres ont été présentées, des échantillons, des coussins, des tapisseries et des motifs encadrés. Les œuvres allaient de l'enthousiasme d'un amateur à une maîtrise quasi professionnelle. Miss Marple a commencé non pas par l'exposition de Sybil Carter, mais par celle d'Ivy Baker. Le dessin d'Ivy était une délicate interprétation des 4 saisons, chaque quadrant brodé de bleus pâles et de verts doux. Miss Marple se pencha. Le travail était précis, la tension du fil uniforme, les motifs traditionnels. Elle remarqua les bobines utilisées, du coton, principalement, et dans des tons doux. Aucune trace de soie émeraude éclatante. Vient ensuite celui de Martha Linton, un paysage de campagne avec des chaumières et un champ de coquelicots. C'était audacieux, un peu moins raffiné, mais réussi. Et là, enfin, Miss Marple marqua une pause. L'une des haies, censée être d'un vert forêt sombre, était ornée d'un unique point de soie brillant, plus éclatant que les autres, presque surnaturel. Elle se pencha plus près, scrutant à travers la loupe. Oui, c'était là. Un seul fil, hors de propos. Non seulement la mauvaise teinte, beaucoup trop vive, mais aussi la mauvaise texture. De la soie dans un champ de coton mat, et cousue avec une traction légèrement plus serrée, comme si la main qui la plaçait n'était pas habituée à la subtilité. Miss Marple se redressa lentement, l'air indéchiffrable. Elle examina le reste du travail de Martha. Aucune autre anomalie, juste ce point errant. Elle passa à l'œuvre de Sybil Carter. Elle était, comme beaucoup l'avaient affirmé, ostentatoire. Un pan flamboyant posé sur un fond de rose. Le travail était astucieux, voire astucieux, mais manquait de la patience d'un véritable expert. Certaines lignes vacillaient sous l'œil attentif. Certains nœuds, une fois retournés, se dissimulaient, négligemment derrière la toile. Les couleurs étaient audacieuses, saphir profond, cramoisi, or. Mais pas de vert, du moins pas ce vert-là. Miss Marple passa le reste de son temps à déambuler tranquillement entre les expositions, notant les couleurs, les fibres et les techniques. Une fois sa demi-heure écoulée, elle rangea sa loupe dans son sac et se tourna vers l'inspecteur Llewellyn. « Il y a quelque chose que j'aimerais que tu vois, » dit-elle doucement. « Mais pas ici. Pouvons-nous parler en privé ?» Ils se retrouvèrent dans le bureau du presbytère, une pièce qui sentait vaguement les vieux livres et l'huile essentielle de citron. Miss Marple était assise près de la cheminée, tandis que Llewellyn se tenait maladroitement près du bureau, les bras croisés. « Alors ?» demanda-t-il. « Qu'as-tu trouvé ?» Elle croisa les mains sur ses genoux. « Il y a un point qui n'a pas sa place, dans la tapisserie de Martha Linton. Un simple fil de soie émeraude éclatante, tissé dans une haie de coton vert terne. » Llewellyn fronça les sourcils. « Tu es sûr ?»« Tout à fait. Il se distingue comme un paon dans un poulailler. Pas seulement par sa couleur, mais aussi par sa texture et son emplacement. » Il s'assit. « Tu crois que ça la relie au fil qu'on a trouvé sur la victime ?»« Je pense que oui, » dit-elle doucement. « Mais pas forcément comme tu le penses. » Llewellyn haussa un sourcil. « Vas-y. » Voyez-vous, inspecteur, la broderie raconte une histoire. Pas seulement celle qu'elle représente, mais celle de celui qui se cache derrière l'aiguille, celui qui l'a brodée, ce qu'il ressentait, s'il était pressé, calme ou distrait. L'ouvrage de Martha était réalisé avec soin. Chaque pointe était impeccable, jusqu'à celui-là. Il avait l'air sceptique. Elle a donc fait une erreur. Non, dit doucement Miss Marple, c'est justement ça.
Le reste de la pièce est trop cohérent pour qu'il s'agisse d'une simple erreur, et rien n'a été fait pour la corriger, ce qui suggère que ce n'est pas Martha qui l'a placée là. L'inspecteur fronça les sourcils. Vous pensez que quelqu'un a trafiqué son travail? Je pense que quelqu'un, peut-être Sibyl, a ajouté ce point délibérément, pour impliquer Martha. Il la fixa du regard. Mais pourquoi? Parce que, dit Miss Marple, Sibyl ne se contentait pas de recueillir des ragots. Elle tendait des pièges. Llewellyn se pencha en avant. Vous pensez qu'elle soupçonnait quelqu'un de lui vouloir du mal et qu'elle a tenté de le piéger en retour? Ou peut-être qu'elle appréciait simplement ce pouvoir, murmura Miss Marple. Vous vous souvenez des lettres. Elle extorquait quelqu'un. Elle manipulait les autres. Elle savait comment faire pression, menacer et inventer de fausses pistes. La pièce devint silencieuse. Penses-tu que Martha aurait pu le faire? Demanda finalement Llewellyn. Je pense que Martha avait des raisons de détester Sibyl, mais pas de tuer. Elle manque de détermination, de colère. De plus, elle n'avait pas accès à cette soie particulière. Elle n'en trouve nulle part ailleurs dans son œuvre. Alors qui l'a fait? Miss Marple croisa son regard. Quelqu'un qui avait à la fois l'intention et les matériaux. Quelqu'un qui connaissait la soie par cœur. Llewellyn la fixa du regard. Puis son expression s'assombrit. Tu ne veux pas dire? Oui, répondit Miss Marple. Diana Huntley. Diana Huntley vivait sur Belmere Road, dans un élégant cottage aux portes en fer forgé et réputé pour sa perfection. Son jardin était symétrique, son linge amidonné, ses manières impeccables. Mais la perfection, Miss Marple le savait, cachait souvent les angles les plus aigus. Elle est arrivée sans prévenir, sachant pertinemment que Diana ne la repousserait pas. Après tout, il fallait sauver les apparences. Diana ouvrit la porte vêtue d'un chemisier en soie mauve, les cheveux parfaitement épinglés. « Mademoiselle Marple, » dit-elle, surprise. « Entrez. » Le salon était frais, aéré et légèrement parfumé à l'eau de lavande. Une broderie à moitié terminée était tendue sur la table à ouvrage. Un écusson floral au ton vif et précieux. Et elle était là, la même soie verte émeraude, dans une petite bobine bien rangée à côté du coussin. Miss Marple s'approcha de la table et le ramassa délicatement. « Quel beau fil !» Le sourire de Diana s'éclaira. « C'est l'un de mes préférés. »« Je m'en doutais, » dit Miss Marple. « Vous l'avez utilisé l'année dernière pour la bannière de la fête des moissonneurs, n'est-ce pas? Je l'ai fait. Et encore pour le cadeau du jubilé du maire. » Diana l'observait attentivement. « Puis-je vous demander pourquoi vous êtes ici, Miss Marple ?» La vieille dame la regarda avec bienveillance. « Pour savoir où vous étiez l'après-midi de l'exposition. Vous étiez sur scène quand Sibyl est morte. Oui, mais seulement pour l'annonce. Et avant? Vous êtes-vous approché de la réserve? » Les yeux de Diana se plissèrent. « Non. J'étais en train de ranger les cartes de visite. Je n'avais aucune raison de... » À moins, interrompit gentiment Miss Marple, que vous ayez découvert qu'elle faisait chanter Martin Greaves, et peut-être craignez-vous qu'elle révèle aussi quelque chose sur vous. La bouche de Diana se serra. Elle savait des choses, poursuivit Miss Marple, des choses sur tout le monde. Vous avez essayé de la faire exclure du cercle, mais elle a menacé de révéler la faillite de votre frère. Elle a dit avoir une lettre de lui. Alors, dans un moment de colère, peut-être de peur, vous l'avez suivie dans la réserve. Diana resta figée. Tu as apporté la soie pour te racheter, mais lorsqu'elle t'a tourné le dos, tu as agi. Un coup sec, juste en dessous de la clavicule. Rapide, précis. Puis tu es retourné dans le hall principal. Tu t'es ressaisi et tu as fait une entrée remarquée avec le révérend Clemens. La voix de Diana, lorsqu'elle se fit entendre, était froide. « Tu n'as aucune preuve. »« Peut-être pas, » dit Miss Marple. « Mais voyez-vous, il y a ce petit point, ce seul point, de la soie vert vif dans l'œuvre de Martha, laissé là par quelqu'un qui voulait distraire, quelqu'un qui savait utiliser la couleur pour manipuler le regard. Une main d'artiste. » Elle marqua une pause. « Je crois que Sibyl t'a vu avec la soie. Je crois qu'elle l'a cousue elle-même sur la tapisserie de Martha.
sachant que cela éveillerait les soupçons. C'était son dernier geste. Elle voulait te ruiner, même dans la mort. Les mains de Diana se crispèrent. Cette femme a ruiné des vies. Elle se croyait invincible. La voix de Miss Marple était très basse. Et maintenant, elle est morte. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait à nouveau sur Willowbrook, Miss Marple était assise dans son salon, une tasse de thé à la main. Dehors, les cloches de Saint Cuthbert sonnaient à nouveau. L'inspecteur Llewellyn arrêterait Diana Huntley le lendemain matin, non seulement sur la parole de Miss Marple, mais aussi grâce à la correspondance médico-légale du fil, aux lettres récupérées dans les affaires de Sibyl et aux aveux en larmes de Martin Graves. Mais pour Miss Marple, le mystère s'était déjà résolu, avec un seul point qui n'aurait jamais dû être là. Parce que dans la vie, comme dans la broderie, les plus petits détails étaient toujours ceux qui comptaient le plus. Chapitre 7. Des ombres et des ciseaux. L'arrestation de Diana Huntley fit des vagues à Willowbrook, semblables à la réplique d'un tremblement de terre, subtil, mais indéniable. Les conversations se turent dès qu'on entra dans une pièce. Les rideaux, autrefois flottant au vent, tressaillirent maintenant de curiosité. Les grilles du jardin ne s'ouvraient plus avec un grincement joyeux, mais se fermaient avec une précision prudente. Personne ne voulait être le prochain. La version officielle de la police était assez simple. Diana Huntley avait affronté Sybil Carter à propos d'une dispute privée, motif non précisé, et dans un moment de froideur et de calcul, l'avait assassinée avec une petite paire de ciseaux à broder. L'idée même que de tels instruments domestiques puissent devenir des instruments de violence déstabilisait le village plus que l'acte lui-même. C'était comme découvrir que le pasteur buvait du gin avant les sermons, ou que la marmelade de Madame Fernley avait autrefois provoqué une allergie mortelle. Mais Miss Marple, qui avait assisté à l'arrestation avec un hochement de tête calme et les remerciements de l'inspecteur Llewellyn, n'était pas encore convaincue que le motif était complet. Le motif central avait certes pris forme, mais les bordures restaient effilochées. Et à y regarder de près, de très près, on constatait des incohérences dans les coutures. Ce matin-là, alors qu'elle se tenait près des rosiers de son jardin, taillant les pétales brunissants, elle reçut la visite d'Evie Baker. Le visage de la jeune fille était pâle et crispé, ses yeux voilés d'inquiétude, et ses mains gantées se tordaient nerveusement à ses côtés. « Mademoiselle Marple ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Puis-je vous parler ?»« Bien sûr, ma chérie. Viens t'asseoir près de moi, là. Le soleil brille juste assez, je crois, pour que ce soit agréable. » Ils s'installèrent sur le banc sous le chèvrefeuille grimpant. Miss Marple tendit à Ivy un verre de limonade et attendit patiemment. « Je sais que je ne devrais rien dire, » commença Ivy, « mais quelque chose me tracasse. Depuis qu'ils ont arrêté Madame Huntley. » Miss Marple inclina légèrement la tête, l'invitant à continuer. « C'est juste que j'étais dans la réserve ce jour-là. Enfin, j'ai dit à la police que j'y étais. Mais je crois que j'ai vu quelque chose, et je n'ai pas réalisé que c'était important sur le moment. »« Qu'as-tu vu, ma chérie ?» Ivy baissa les yeux vers ses genoux. « Une ombre. » Miss Marple resta silencieuse. J'étais près du chariot à thé. Je venais de prendre une bouteille de cirage sur l'étagère quand j'ai entendu des pas. Pour ne pas gêner, je me suis reculé derrière le rideau près du porte-manteau. Et puis, j'ai vu une ombre traverser le sol dehors. Elle était grande. J'ai d'abord cru que c'était le révérend, mais elle s'est arrêtée, et j'ai entendu une voix d'homme. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement. « Je n'ai pas compris les mots, » continua Ivy, mais ça sonnait furieux, aigu. Puis une autre voix, celle de Sibyl. Un rire. Ce n'était pas fort, mais c'était le genre de rire qu'elle avait quand elle était cruelle. Et puis, Ivy hésita. Puis j'ai entendu un fracas, comme si quelque chose tombait. J'avais peur, alors je suis resté derrière le rideau. Et quand j'ai jeté un coup d'œil, il n'y avait personne. Juste le bruit de la bouilloire qui débordait. Miss Marple tendit la main et tapota celle de la jeune fille. « Tu as été très courageuse de me le dire. »
Mais ils ont dit que c'était Diana, murmura Ivy. Ils s'arrêtaient elle. Et elle n'est pas grande, pas comme l'ombre que j'ai vue. Non, dit doucement Miss Marple, elle ne l'est pas. 1 heure plus tard, Miss Marple était de nouveau assise au presbytère, cette fois non pas avec l'inspecteur Llewellyn, mais avec le révérend lui-même, un homme bienveillant avec une ligne de cheveux dégarnie et des manières douces qui faisaient que même les sermons les plus complexes ressemblaient à des histoires du soir. « Je crains de ne pouvoir vous offrir autre chose que de l'eau d'orge, » dit-il en fouillant dans le buffet. « Ma femme est sortie rendre visite à sa sœur. »« L'eau d'orge est tout à fait suffisante, » lui assura Miss Marple. « Je suppose que vous êtes ici à propos de Diana Huntley. »« Je suis ici, » dit Miss Marple, « parce que je crois qu'une erreur a été commise. » Le vicaire se figea en plein milieu de son verre. « Mon Dieu, elle n'est peut-être pas innocente de malice, » continua Miss Marple, « mais je ne crois pas qu'elle ait commis meurtre. Pas seule, en tout cas. » Le vicaire fronça les sourcils. « Mais le fil, la soie verte, l'opportunité. »« Oui, oui, » dit-elle, « mais on oublie souvent que la broderie est un art partagé. On se passe des fils, on emprunte des motifs. Et les égaux, eh bien, ils sont aussi brodés, n'est-ce pas, avec fierté et rivalité mesquine. » Le vicaire posa la cruche. « Alors, qui croyez-vous » Miss Marple le regarda avec une intensité soudaine. « Dites-moi, révérend, quand vous avez annoncé que Sibyl serait juge cette année, était-ce votre décision ?» Il cligna des yeux. « Eh bien oui, même si, pour être honnête, elle s'est plutôt proposée elle-même. Elle a insisté sur ses relations avec une maison d'édition londonienne. Elle a dit que cela rehausserait la notoriété du cercle. Est-ce qu'elle t'a déjà menacé, ou quelqu'un de proche ?» Il rougit légèrement. « C'est un peu dramatique, Miss Marple. »« Mais l'a-t-elle fait ?» insista-t-elle doucement. Il hésita. « Il y a eu une histoire, il y a quelques mois, une lettre qu'elle prétendait avoir vue, entre moi et une jeune paroissienne, assez innocente. Je la conseillais après le décès de son père. Mais Sibyl a déformé les faits. Elle a insinué des choses. Elle a dit qu'elle pourrait en parler lors de sa prochaine visite à Marleycombe. Et donc, vous lui avez permis de présider l'exposition. »« Je n'avais pas le choix, » dit-il doucement. « Ma réputation. » Miss Marple soupira et se leva. Il semblerait donc que Sibyl tissait une toile très dangereuse et qu'elle attrapait bien plus que des mouches. En milieu d'après-midi, Miss Marple se retrouva à son bureau, dressant une nouvelle liste. Non pas de suspects cette fois, mais de vérités. Sibyl Carter, manipulateur, contrôlant, faisant chanter plusieurs personnes. Diana Huntley, fier, agressif mais publiquement alibié, et court. Martin Graves, chantage, présent, nerveux. Alice Renfrew, menacé d'expulsion. Il avait un mobile mais manquait de conviction. Le vicaire, compromis. Réputation en danger. Grande figure masculine inconnue dans la réserve. Et juste en dessous, elle a écrit « Ciseaux à broder, trop petit pour l'angle de la plaie ». Elle avait compris tard la veille au soir l'étrange description de la blessure, profonde, aiguisée, propre. Les ciseaux à broder, même les plus pointus, étaient souvent courbés ou trop courts pour atteindre une telle profondeur. Quelque chose clochait. Elle se tourna vers le tiroir de sa table de chevet et en sortit son vieil exemplaire de outils et techniques de couturenne. Feuilletant les pages, elle l'a trouvé. Un schéma de lame de broderie par rapport à des ciseaux de tailleur. Ciseaux de tailleur. Plus longs, plus tranchants, conçus pour les coupes profondes dans les tissus épais, peu utilisés en broderie, mais connus d'une personne du village, Gilbert Price, le tailleur à la retraite. Gilbert Price vivait dans une petite maison douillette entre la bibliothèque et la mercière. C'était un célibataire d'une 60aine d'années, connu pour ses gilets repassés, ses promenades lentes mais régulières à l'église, et ses murmures enlisant le héros de Willowbrook. Miss Marple est arrivée juste au moment où il arrosait ses bégonias. « Mademoiselle Marple » dit-il avec une légère surprise.
Qu'est-ce qui vous amène chez moi ? Je me demandais, dit-elle, si vous pourriez me prêter une paire de vos vieux ciseaux de tailleur, juste pour comparer. J'aide Ivy Baker à préparer un projet et nous étions curieux de découvrir des outils anciens. Il sourit. Eh bien, j'en ai une paire que je n'ai pas utilisée depuis des années. Elle est toujours impeccable. Il revint un instant plus tard avec une mallette enveloppée de tissu. À l'intérieur se trouvait une lourde paire de longs ciseaux en acier, polis mais visiblement vieillis. Miss Marple les souleva, lourds, équilibrés, aiguisés comme des rasoirs, plus que capables d'infliger une blessure mortelle, et avec une portée bien plus longue que n'importe quelle paire de ciseaux à broder. Elle les lui rendit avec un sourire. « Merci, Monsieur Price, vous m'avez été d'une grande aide. » En se retournant pour partir, elle dit doucement. « Vous la connaissiez, n'est-ce pas, Sybil Carter, avant qu'elle n'arrive ici ?» Son visage s'est figé. « De retour à Marleycombe, tu lui as déjà fait faire un costume, n'est-ce pas? Et peut-être t'a-t-elle reconnu ici. Peut-être se souvenait-elle de quelque chose de ton passé que tu aurais préféré oublier. » Il déglutit. Elle a dit qu'elle avait une copie de l'ancienne plainte. Miss Marple hocha la tête. Elle l'aurait utilisée. Elle l'a toujours fait. Et ce jour-là, tu aidais à dresser les tables près de la réserve. Personne n'a fait attention quand tu es entré. Il baissa les yeux. Elle a poussé trop loin. Oui, dit doucement Miss Marple. Elle le faisait habituellement. Chapitre 8. La coupe du tailleur. Le lendemain matin, humide et incertain, une fine brume s'éleva le long des ruelles pavées de Willowbrook, tel un souffle exhalé par la terre elle-même. Le village, bien que toujours animé par les rumeurs concernant l'arrestation de Diana Huntley, sembla momentanément suspendu, comme si chacun retenait son souffle, attendant qu'une vérité qu'il ne parvenait pas à nommer se clarifie enfin. Mais Miss Marple était bien réveillée à 6h30, assise à son petit bureau en chêne, sirotant son thé tout en relisant ses notes. Quelque chose dans la confession de Gilbert Price, la veille au soir, sonnait encore faux, pas faux, précisément, mais inachevé. Elle le croyait lorsqu'il disait avoir affronté Sybil dans la réserve. Elle pensait qu'il avait apporté ses ciseaux de tailleur, non pas comme une arme peut-être, mais comme un moyen d'intimidation. Et elle pensait qu'il avait de bonnes raisons de craindre d'être démasqué. Mais un homme comme Gilbert ne poignardait pas sous le coup de la colère. Il coupait, taillait, précis, maîtrisé. Et Miss Marple savait que le meurtre, surtout s'il était soudain, était rarement précis. À 9h, elle avait enfilé son manteau et son sac à la main. Elle avait rendez-vous avec l'inspecteur Llewellyn pour une nouvelle promenade dans le hall d'exposition, et celui-ci, moins sceptique quant à son instinct, avait accepté avec une résignation lasse. Alors qu'il se dirigeait vers le bâtiment paroissial, passant devant des magasins fermés et des fenêtres fermées, elle dit doucement « Je ne crois pas que Gilbert Price ait tué Sybil Carter. » Llewellyn s'arrêta net. « Pardon ? Oh, il l'a menacée, c'est sûr. Peut-être même qu'il l'a effrayée. Mais j'ai toujours connu des hommes comme M. Price. Au caractère vif, certes, mais peu enclin à s'engager dans un conflit. Ils se targuent de leur retenue. » Llewellyn ajusta son col avec irritation. Il a avoué, Mademoiselle Marple, pour la confronter, pas pour la tuer. En fait, si vous vous souvenez bien, il n'a jamais prononcé le mot « tuer ». Il a juste dit qu'elle avait exagéré. Je crois qu'il a voulu lui faire peur. Peut-être même brandi les ciseaux, mais quelqu'un d'autre a conclu l'acte. Quelqu'un qui a vu une opportunité et l'a saisie. L'inspecteur la regarda longuement. « Vous pensez qu'il y avait 2 personnes dans ce débarras ? » « Je pense, » dit Miss Marple, « que nous avons affaire à des motivations qui se chevauchent et se confondent au même moment. Sybil Carter s'était fait des ennemis de presque tout le monde à Willowbrook, non seulement par malveillance, mais aussi en dévoilant les façades. Elle prenait plaisir à révéler des choses qu'il valait mieux garder cachées. Et parfois, lorsqu'on arrache un rideau, on découvre derrière lui une arête vive. La salle d'exposition sentait encore légèrement le cirage et l'huile essentielle de lavande.
Les broderies étaient restées intactes, chacune portant l'empreinte invisible de son auteur. Tandis que Miss Marple passait de nouveau entre elles, elle s'arrêta de nouveau près de la tapisserie de Martha Linton. « J'ai demandé à Martha d'apporter le reste de ses fournitures pour examen, » dit-elle, juste pour confirmer l'absence de soie verte dans sa collection personnelle. Llewellyn haussa un sourcil. « Tu continues à suivre ce fil. »« Ce n'est pas qu'un fil, » dit-elle doucement. « C'est une carte de visite, laissée non pas par accident, mais par quelqu'un qui a compris ce qu'est une fausse piste. » À ce moment-là, les portes s'ouvrirent et Martha Linton entra, tenant un petit panier en bois. « Merci d'être venue, Martha, » dit chaleureusement Miss Marple. « Cela vous dérangerait-il que je consulte vos documents ?»« Bien sûr que non, » répondit Martha d'une voix légèrement tremblante, « même si je ne vois toujours pas la différence maintenant que Diana a été arrêtée. » Miss Marple sourit. « Faites-moi plaisir, ma chère. » Elle ouvrit le panier. À l'intérieur se trouvaient les outils habituels. Des cotons, des dés à coudre, 2 petits cerceaux et des patrons soigneusement pliés. Mais tout au fond, presque cachée sous un mouchoir froissé, se trouvait une bobine de fil. Brillant, émeraude, soie. Llewellyn retint son souffle. « C'est la même teinte. » Martha pâlit. « Ce n'est pas la mienne. Je n'ai jamais utilisé cette couleur, je te l'ai dit. » Miss Marple hocha la tête. « Je vous crois, mais quelqu'un l'a mis là, planté, tout comme on a planté un seul point dans votre tapisserie. Quelqu'un voulait vous piéger, Martha. Pas pour meurtre peut-être, mais pour conflit, pour semer le trouble, le chaos. » La pièce tomba dans le silence. « Tu penses que c'est Sibyl qui l'a planté ?» dit lentement Llewellyn. « Oui, oui, » répondit Miss Marple, « jusqu'à ce que j'apprenne pour les ciseaux. » Elle se tourna doucement vers Martha. « Es-tu retournée dans le débarras après ton départ ?» Martha cligna des yeux. « Non. Je suis partie aider Ivy à nettoyer la confiture, puis je suis retournée à ma place juste avant que le révérend ne prenne la parole. » Miss Marple hocha de nouveau la tête, puis se détourna et retourna vers le paon de Sibyl. Cette œuvre était censée être son couronnement, une ultime et étincelante démonstration de puissance. Mais si vous regardez bien, elle désigna les plumes de la queue. Ce n'est pas la couture habituelle de Sibyl. Regardez la tension, le sens du motif. Il a été terminé à la hâte. Et les derniers fils, ils ont été coupés avec un outil plus pointu que des ciseaux à broder. Des ciseaux de tailleur. Llewellyn s'approcha. « Tu veux dire ?»« Je veux dire quelqu'un d'autre a terminé l'œuvre, après la mort de Sibyl. » Il y eut un long silence. Puis Llewellyn parla doucement. « Qui ferait ça? Et pourquoi ?» Miss Marple se tourna lentement pour lui faire face. Pour créer l'illusion que Sibyl avait terminé son travail, pour dissiper les soupçons, pour empêcher quiconque de remarquer qu'elle avait disparu de l'étage plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Seule une personne ayant accès à l'espace d'exposition et connaissant son projet aurait pu le faire. Elle s'arrêta. Je crois que cette personne était Martin Greaves. La maison des Greaves, comme toujours, accueillit Miss Marple avec une grâce réticente. Martin ouvrit la porte, l'air épuisé et tiré, la cravate de travers, une légère ecchymose sur une articulation de sa main gauche. Elle est entrée sans attendre d'invitation. « J'ai vu la queue du pont, » dit-elle simplement. « Votre travail, soigné, géométrique, un peu trop sobre pour être celui de Sibyl. » Martin pâlit. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Elle te menaçait. On le sait. Et elle menaçait les autres. Ce que je n'avais pas réalisé jusqu'à hier, c'est que tu n'avais pas seulement peur d'elle, tu aimais elle une fois. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Elle avait des lettres de vous, poursuivit Miss Marple, avant de venir ici. Des lettres que vous avez écrites dans un moment de vulnérabilité, peut-être de passion, et que vous avez ensuite regrettées. Elle les a conservées. Elle les a toujours conservées. Elle s'en est servie pour contrôler. Martin s'affala sur une chaise. Elle a dit qu'elle les montrerait à ma mère. Elle a dit que je perdrais tout. La confiance, la maison. Elle a ri. Elle a dit que je ne serais jamais assez homme pour l'arrêter. Miss Marple le regarda avec douceur. « Et donc,
Vous l'avez suivie dans la réserve. Mais vous ne vouliez pas la tuer, n'est-ce pas? Il secoua violemment la tête. Non, je voulais juste récupérer les lettres. Elle a refusé. Elle a dit que j'étais pathétique. Je l'ai poussée. Elle est tombée. Elle s'est cognée la tête. Il y avait du sang, mais elle respirait encore. Et puis, j'ai paniqué. Je suis parti. Je pensais que ce serait moi qui porterais la responsabilité. Je me suis dit qu'elle s'en sortirait. Mais quand j'ai vu la foule se rassembler et entendu les cris, je suis retourné à l'intérieur. Elle était morte. Il leva les yeux, le regard vide. J'ai donc terminé la tapisserie. Je me suis dit, si elle avait l'air vivante, si les gens pensaient qu'elle travaillait encore, ça me ferait gagner du temps. Miss Marple s'assit à côté de lui. Et le fil conducteur dans l'œuvre de Martha? Il déglutit. Je l'ai trouvé par terre. J'ai pensé jeter le doute ailleurs. Je suis désolé. Elle hocha lentement la tête. Il est temps que tu racontes tout à l'inspecteur Llewellyn. Plus tard dans la soirée, de retour dans son salon, Miss Marple alluma le feu et s'assit avec son tricot. Elle monta une rangée de mailles soignées, ses mains avançant avec une assurance tranquille. Dehors, le village expirait lentement, comme s'il se réveillait d'un souffle longtemps retenu. Le motif était terminé. Le nœud final était fait. Et comme dans toute bonne broderie, ce ne sont pas les couleurs les plus vives qui racontent l'histoire, mais les fils minuscules et soignés qui relient tout ce qui se trouve sous la surface. Chapitre 9. Motif, mémoire et Miss Marple. La pluie revint à Willowbrook avec une insistance discrète qui semblait plus symbolique que météorologique. De fins filets de bruine bordaient chaque vitre, s'accrochant aux haies et décolorant les parterres de fleurs bordant la verdure. On aurait dit que le village lui-même était entré en deuil, non seulement pour Sybil Carter, mais aussi pour l'illusion que la paix et la respectabilité pourraient un jour véritablement protéger la nature humaine. Dans le salon de Hillside Cottage, Miss Marple ajouta un second morceau de sucre à son thé et réfléchit non pas au meurtre lui-même, mais à ses conséquences interminables. On pourrait croire, songea-t-elle, qu'une confession, même discrète et tranchée comme celle de Martin Greaves, pourrait régler une affaire définitivement. Mais d'après sa longue expérience, la finalité était rarement aussi complaisante. Souvent, ce n'est qu'après l'arrestation, après les gros titres, et lorsque les villageois reprirent leurs ragots habituels, que les vérités les plus délicates se révélaient. Et aujourd'hui, Miss Marple avait l'intention de recueillir les derniers brins de ces vérités, celles qui sont trop fines pour apparaître dans un rapport officiel, mais qui racontent l'histoire de manière beaucoup plus honnête. Son premier appel fut adressé au révérend Clemens, qui l'accueillit avec plus de soulagement que de surprise. « Ma chère Miss Marple, » dit-il en lui indiquant une chaise dans son bureau, « je dois avouer que la semaine dernière m'a profondément bouleversé. Je me surprends à douter du fondement même du jugement. »« Alors peut-être serait-il sage, » dit Miss Marple en retirant ses gants, « que vous vous fiiez plutôt à votre mémoire. » Il avait l'air perplexe. Elle continua doucement. « Voyez-vous, je crois qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas dites à l'inspecteur, non pas par tromperie, mais par un sentiment de protection mal avisé. » Le révérend soupira. « Vous faites référence à la campagne de Sybil ? » ?»« Oui, et à ce qu'elle savait, ou disait savoir. » Il croisa lentement les mains, pressant les doigts. Elle menaça d'écrire une série d'articles sur les secrets du village. Elle dit que le bulletin paroissial de Marlécombe envisageait sa chronique. Elle l'appela l'aiguille morale. « Il porte bien son nom, » murmura Miss Marple. Elle prétendait détenir des informations sur plusieurs personnes. Elle suggérait qu'Evie Baker avait des réunions secrètes avec le garçon de l'épicier. Elle affirmait que Martha Linton avait falsifié les documents de retraite de son mari. Elle affirmait même que Madame Greaves conservait un héritage non enregistré. Miss Marple plissa les yeux. « Et vous y avez cru »